Vous venez de suivre l'entretien avec le consultant Agapit Napoléon Maforican. Connaître l'histoire de son pays, c'est connaître son identité. Alors j'espère que vous aviez aimé suivre l'histoire de notre pays en ce qui concerne la conférence nationale des forces vives. Alors ça se poursuit, ces plateaux. Vous aurez droit à des émissions spéciales concernant les 30 ans d'anniversaire de la conférence nationale. Alors nous allons poursuivre cette émission et tout de suite, nous allons recevoir Stanislas Benukbo Amoa dans la chronique culture. Bonjour Stanislas. Bonjour Lali, bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui de l'artiste béninois Stan Toron, décédé il y a un an. Oui, c'est bien cela. Et avant justement d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce moment que Stan Toron est décédé un 26 février. Aujourd'hui, nous sommes le 21, donc c'est le mercredi prochain que ça fera exactement un an. Et donc, de façon anticipée, dans cette chronique culture, nous avons quand même voulu revenir sur ce grand homme-là qui a marqué la musique béninoise, Stan Toron. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, si on doit rappeler le parcours de l'artiste, qui était-il? Alors, disons que ce serait assez osé de vouloir rappeler le parcours d'une icône, de cet acabit, de cette envergure-là, parce que Stan Toron aura été pour beaucoup un modèle de réussite sur le plan artistique et musique. Mais disons tout de même que Stan Toron était surnommé le roi du Tchèque System. Il décédait déjà à l'âge de 64 ans. C'était à Paris, un mardi noir qui est tombé sur la République du Bénin. Et donc, il a à son actif plus de 30 ans musicales et plus de 30 albums avec plusieurs distinctions principales. Quand on va parler de Stan Toron, son activité principale, il est chanteur, il est instrumentiste. Et son genre musical, c'est le Tchèque System. C'est d'ailleurs lui, une touche particulière à ce style-là qu'il a prôné pendant de longues années et c'est resté. Et son instrument de prédilection, c'est le Gotha. Le Gotha qu'il a l'habitude de véhiculer un peu dans ses clips. Voilà. Alors, levons un coin de voile sur sa biographie artistique. Quelques titres de l'homme. Alors, quand on va parler des titres à succès de l'homme, moi j'étais encore enfant quand j'entendais parler de Yalo par exemple, quand on dit Yalo, Yaladilo, Yalo, ya, voilà. Un titre qui a marqué les esprits, qui m'a marqué également. Récemment, on a connu Djenana, et Djenana qui est venu, quand il dit Djenana, voilà, c'est un peu pour dire que personne ne peut rien contre lui. Voilà, quand vous voulez lui faire du mal, vous le verrez vivant toujours, il va toujours s'en tirer. Il y a aussi le titre Résurrection, parce que rappelons à tous ceux qui nous suivent que Stan Toron avait sous le régime du feu général Mathieu Kérékou, et il avait souffert, et puis le général à l'époque avait quand même ordonné qu'on l'évacue. Voilà, et donc il était parti, on le croyait mort déjà, c'était même annoncé. Il est revenu, il a chanté le morceau Résurrection. Voilà, à part cela, il y a le morceau Allons voter, où il appelait tout le monde à voter, le morceau Zemidian aussi, voilà, Ahwa Manchizo aussi, qui est un morceau repris par de jeunes artistes aujourd'hui de la musique béninoise. Stan Toron, on ne le dira jamais assez, ce fut un monument de la musique béninoise, c'est une icône qui va rester dans les mémoires même un an après son décès. Alors, il a initié le Tchèque System pendant plusieurs années. Pensez-vous que ce rythme a encore de beaux jours devant lui? Alors, je suis de ceux qui sont très optimistes sur le sujet, même si au Bénin, on a remarqué que beaucoup d'artistes veulent toujours patron de quelque chose. Stan Toron a drainé le Tchèque System pendant de longues années, et puis il a fait très forte sensation.
Maintenant, il y a de ces jeunes-là, quand vous prenez Mr. Zebra du groupe Pharaon qui fait le tchenk à sa manière aussi. Il y a aussi le jeune Prince Guédessi qui fait le tchenk à sa manière. Mais chacun d'eux veut toujours s'identifier par rapport à quelque chose pour qu'on dise que c'est elle qui en est l'auteur. Alors que quand vous voyez les grands pays qui s'illustrent au plan musical, quand vous prenez le Cameroun, le Ghana même, la Côte d'Ivoire, chaque pays a son identité musicale. On ne refuse pas qu'il peut exister d'autres styles musicaux, mais chaque pays doit s'identifier par rapport à un style musical. Pendant plusieurs années, Stan Toron a pu hisser le tchenk system à un niveau tel que moi j'estime qu'aujourd'hui ce tchenk-là doit être valorisé par la jeune génération. Même s'ils veulent faire de l'afrobeat, autre chose, il n'y a pas de souci, mais ils doivent quand même s'inscrire dans ce courant-là tracé par Stan Toron qui longtemps a fait la fierté de la musique béninoise. Et même quand vous voyez à son décès, les autorités étatiques, la célérité avec laquelle justement les formalités ont été remplies pour qu'on puisse rapatrier son corps ici, le ministre Oswald Omeki qui avait en charge à l'époque le portefeuille de la culture qui était présent sur les lieux. Voilà, et il y a un an. Exactement, il y a un an. La cérémonie d'hommage rendue à l'illustre disparu Stan Toron en présence justement des monuments de la musique béninoise et de la culture en général. Il y a Vivi l'International, vous allez voir les comédiens, Pipi Wabaro, Éléphant Mouillé, Pidicef, ils sont nombreux à venir lui rendre hommage, Nel Oliver également. Donc voilà, Stan Toron, on n'est pas prêt de l'oublier. Espérons juste que le tchenk system qu'il a tracé jusque-là puisse être davantage pérennisé. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est une icône qui a marqué plusieurs générations. Alors que faut-il faire pour l'immortaliser? Alors, parlons de l'immortaliser. Stan Toron s'est immortalisé lui-même déjà de son vivant en mettant un cap sur sa musique, en étant déjà au superlatif de son âge, si on peut le dire ainsi. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir plus de 30 ans de carrière musicale, de durer dans le temps, d'avoir ce succès-là, cette reconnaissance même planétaire, parce que à son décès, même des chaînes internationales en ont parlé. Ça veut dire que Stan n'était plus pour le Bénin uniquement, il était au-delà même du continent africain, il était pour le monde entier. Alors, ce qu'il faut faire pour l'immortaliser, vous savez que quand on établit le parallèle avec le stade de l'amitié qui porte actuellement le nom de l'ancien président général Mathieu Kérékou, l'aéroport international de Cotonou qui porte aujourd'hui le nom de feu Monseigneur, de feu Cardinal Bernardin Gantin, voilà. Donc, je pense que on peut trouver une place digne du nom pour notre Stan Toron national. On peut également faire des activités, peut-être une journée ici au Bénin où on va se rappeler, se souvenir de lui, ou bien même son domicile à Révier, là où il se repose désormais. Voilà, faire un musée qui quand même rappelle de bons souvenirs pour que la nouvelle génération, la génération naissante, puisse aller se ressourcer et savoir que oui, il fut, comme le dirait le philosophe, un moment de la conscience humaine. Il fut Stan Toron qu'on n'est pas prêt d'oublier. Très bien. Alors, nous allons suivre un de ces clips-là, si la réalisation avec nous, histoire de nous installer pour la causerie. D'accord. Plus de mouvementiers, finissez pour que le Bénin aille de l'avant. Azemi no sume afikunado, jena
azemi usume wena mumi chocho ujena na waye azemi usume afikuna po baidu eleitu wege no baidu eleitu wege no Aganu agane kanu kwete po adede lumako Oseja aganu agane kanu kwete po adede lumako Nanaji aganu agane kanu kwete po adede lumako Oseja aganu agane kanu kwete po adede lumako Denu iya ngwazimbe Denu iya ngwitonu kwete Denu ingere tutu Denu iya ingere tutu Baidu eleitu wege eleitu wege nuwezo mbele ombele diyo indotose nwa penu nozo novi meton kucho taka loto nozo go ewe zombo to pele akon mo no bi joe bi wa se we ma oyi examen modi Bakido modina Lobo Loyo foto me katabose We man chocolate Ewa wedi Ason bebe kele une 350 li Kouye pou Achiwanchiriri Niweho Shenche Achiwanchiriri Niweho Pakuche Nwa wanu miyo Ikusi uwo Nwa wanu miyo Yemana opere Nwa wanu miyo Ikusi uwo Nwa wanu miyo Yemana opere Achiwanchiriri Niweho Pakuche Achiwanchiriri Niweho Tobeche Achiwanchiriri Niweho Chichiche Je suis un minya Kekakakata kebi wesu Mbozo kaka yon chebi weku Ayi ngombeo uwebe Mpolo emano yobo some Diplômé de Paris École agronomie de Sorbonne Je suis un sémillant Après toutes mes études, non encore l'école, je reviens dans mon pays, moi non pour l'école après. Bon après problème nous pas, au pays y'a pas boulot, au pays y'a pas soutien, et Hawaï ouais. Quelqu'un a dit qu'il y aura emploi, les promettent 20 000 emplois, on m'a cacagné pour on m'appelle diplômé sans emploi. Pero boa suba tokan yoro mi memi kele Totran mi dese mi jaleo Mi memi wa ile kele Mina ile kele Mina ile kele Mina ile kele Mina ile kele Na ile feyen kele Mina ile kele Na ila sin kele Mina ile kele Eme koi agrégé Diplômé en agronomie Mokere bejo nyone jogajo epumo kere o mamo feyen kere mire mamo kere mamo asin kere mire mamo kere mamo kute kere mire mamo kere Je voudrais qu'on rectifie. Nous sommes pas les pollueurs, nous sommes pas les magouilleurs, nous sommes que des émillants. Parmi les émillants, il y a des docteurs. Parmi les émillants, il y a des scientifiques. Parmi les émillants, il y a des musiciens. Parmi les émillants, il y a des physiciens. Parmi les émillants, il y a des mécaniciens. Parmi les émillants, il y a des politiciens. Parmi les émillants, il y a des tailleurs. Parmi les émillants, il y a des coiffeurs. Parmi les émillants, il y a des soudeurs.
Kekagaga yo jebi wesu Mbozo kaka na jebi wemo Ayi ngongweo Uweve Pero bo asuba Toga yara mime mikele Transitele se mi jale Mina ilegele Mina ilegele Mina ilegele Mina ila singele Mina ilegele 20 000 moins 1 pour soi-même égale 19 999 pour les autres. Iwe bo motoche, ache wan chiriri. Iwe bo auche, ache wan chiriri. Iwe bo fopache, ache wan chiriri. Iwe bo sheriche, ache wan chiriri. Iwe bo pakuche, Voilà, nous sommes de plein pied dans la causerie de ce matin. Nous allons parler éducation, l'éducation sexuelle en milieu scolaire. À quand la fin des grossesses précoces? J'ai convié sur ce plateau pour vous Géoffroy Gounon. Il est acteur politique et acteur du système éducatif. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, bonjour ces auditeurs. Bienvenue. Tout le plaisir pour moi. Bienvenue à vous. Alors encore sur ce plateau, nous avons Mathias Dedjan. Bonjour, vous êtes agronome et vous êtes analyste également. Merci d'être venu. Alors, nous avons depuis ce matin avec nous, tous les vendredis, vous le connaissez très bien, Maître Raimi Amoussa, métaphysicien, artiste plasticien. Je m'en arrête là. Bonjour, Maître. Bonjour. Voilà, merci d'accepter tout le temps notre invitation. Alors, téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de participer en direct à cette causerie et donner votre point de vue ou poser des questions. Je l'avais dit, nous parlons de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire. À quand la fin des grossesses précoces? Je m'en vais poser la première question à Monsieur Gounon Géoffroy. Quelles sont les causes qu'on peut énumérer qui sont à la base des grossesses dans nos milieux scolaires? Oui, merci beaucoup madame. Bon, les causes déjà sur le plan physiologique, on parlera plutôt de la recherche de l'identité de l'adolescent. Bon, nous n'allons pas faire un cours psychopédagogique ici, mais déjà nos adolescents, quand je prends l'enseignement secondaire par exemple, sont à la recherche de leur identité. Dans ce cadre-là, l'approche est beaucoup plus facile. Et le fait que le milieu qu'ils fréquentent, un milieu scolaire, certes, où ils sont en contact avec d'autres apprenants ou avec d'autres éducateurs qui, justement, par d'autres interactions, peuvent influencer le comportement des apprenants, amènent le comportement que nous allons appeler aujourd'hui le comportement déviant, parce que ce comportement n'est pas accepté dans le milieu scolaire. Donc, en tout et pour tout, c'est un problème physiologique de la recherche de l'identité même de l'apprenant. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, il y a les éducateurs. Là, nous allons peut-être en arriver, qui, compte tenu de certains excès comportementaux, en termes d'habillement, en termes, je ne sais pas, je ne vais pas parler de beauté quand même, parce que, mais en termes d'habillement, en termes de comportement, il arrive parfois où ces éducateurs n'arrivent pas à retenir leur envie, leur libido étant tellement en excès, et veut forcément fonctionner, n'arrive pas à se maîtriser, et finalement ils se jettent dans des excès qui ne sont pas tolérables. Alors, Mathias Dedjan, même question. Selon vous, quelles sont ces causes? C'est vrai, il a énuméré tout à l'heure 3 causes principalement, notamment la recherche d'identité des apprenants, et la fréquentation ou l'environnement qui agit sur ces apprenants-là, et également les éducateurs. Et pour vous, à quel niveau se situe le mal?
Non, moi je pense que les causes citées tout à l'heure par mon vis-à-vis sont des causes vraiment justes. Et à ça, je voudrais ajouter, vous savez, l'apparition des premiers caractères sexuels qui s'annonce à l'âge de la puberté, qui aujourd'hui a chuté complètement, je pense déjà à 10 ans, parfois chez certaines filles, on constate déjà l'apparition des premiers caractères sexuels. Et surtout la mauvaise gestion de cette période-là par les parents, c'est bien évidemment cela. Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie, où les enfants en tout cas, les enfants, surtout les filles, sont exposés à beaucoup de travers sur les réseaux sociaux. Et déjà, de par les camaraderies qu'on sort, on assiste à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je pense que la mauvaise gestion de cette période-là, surtout chez les jeunes filles, sont à l'origine aujourd'hui de cette sexualité précoce qu'on note dans nos écoles et tout ça. Et surtout aussi, c'est peut-être lié à certaines conditions de vie qui parfois amènent les jeunes filles là à accepter par exemple les quelques petites pièces que leur tendent parfois des artisans. Et vous allez voir les dernières statistiques placent même les artisans à la tête de l'origine de ces grossesses précoces-là. Donc je pense que c'est à ce niveau-là et le manque de communication entre les éducateurs que constituent les enseignants, surtout des conseils allant dans ce sens-là avec les jeunes filles. Je pense que le problème surtout se situe à ce niveau-là. Et c'est dommage et c'est déplorable ce à quoi nous assistons ces dernières années. Oui, en dehors d'être métaphysicien et artiste plasticien, vous êtes également parent et vous avez des adolescents ou vous aviez eu à supporter vos enfants en tant qu'adolescents. Qu'est-ce qui peut expliquer, peut-être vous n'avez pas vécu le cas de grossesse précoce avec vos filles, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela chez les autres? D'emblée, je le dis, c'est le fait que nous avons soustrait la philosophie de la peur de l'éducation. Simplement, faites la différence entre le Dahomey d'avant l'indépendance et d'après l'indépendance. Vous verrez que la plupart de nos filles sont toujours initiées, on les retire. Les matrones, ce que nous appelons les matrones chez nous, c'est-à-dire le nom qui est mal compris aujourd'hui, les minonnas. Parce que quand on parle de minonna, c'est d'abord la reine détenant la connaissance, la haute connaissance de la nature, de l'homme et des divinités, comme on dit. C'est le fait d'avoir soustrait cette partie. Parce que normalement, la loi des cycles veut que la fille évolue pour devenir femme. Et donc que certains organes évoluent. Et il faut d'abord contenir l'énergie que vont dégager ces organes à un moment donné. Et donc il faut l'initiation. C'est-à-dire des techniques pour que l'enfant-fille ne puisse pas subir la loi du dégagement de ces énergies. Parce que qu'on le veuille pas, à un moment donné, des organes qui évoluent veulent s'exprimer. Mais il faut apprendre à la fille à contenir ça. Ce que nous avons éliminé en éliminant l'initiation. Donc cela fait appel à la spiritualité. Mais je peux vous dire que c'est le fait d'avoir enlevé la spiritualité pratiquement de l'éducation qui nous crée tous ces problèmes aujourd'hui. Remarquez, quand je prends mon frère à moi, vous avez vu l'identité de notre frère? Son identité. Si on voulait vous dire ce que ça représente, mais le fait de le voir aujourd'hui, savez-vous que c'est une initiation qu'il a subie pour avoir ça? Cette initiation fait que on ne peut pas utiliser son visage pour l'attaquer. Donc nos parents avaient ces systèmes de cicatrisation qu'on mettait sur nos filles pour les protéger de ces genres d'attaques. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons le nous vivons nous, le serment. C'est-à-dire, toi l'homme qui même la fille doit te plaire, toi-même tu sais qu'il y a des liens à ne pas dépasser. On n'est pas dépassé. Mais tout ça aujourd'hui est disloqué. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour l'éducation spirituelle en ce sens-là, pour pouvoir maîtriser, canaliser les filles ou les jeunes garçons pour ne pas aller
au sexe précocement. Alors, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de nous appeler sur le 98 80 93 61 71. Voilà, 98 80 93 71 pour donner votre point de vue. Alors, Monsieur Geoffroy Gounon, Oui. tout à l'heure, vous avez parlé de la recherche d'identité des apprenants, pour ne pas dire la période de puberté. En cette période-là, qui doit-on interpeller? Qui doit faire quoi pour que l'adolescent puisse gérer de façon bonne cette période? Oui. Pour mieux gérer cette période, d'abord, le grand travail vient des parents. C'est d'abord les parents qui sont garants de l'éducation morale des enfants. Que ce soit l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, tout cela concourt à l'éducation morale de l'enfant ou de l'apprenant. L'enfant ou l'adolescent, puisque l'enfant devient adolescent, il est toujours enfant, a droit à l'éducation. Donc les parents sont beaucoup plus appelés dans ce cadre-là. Les seconds acteurs de l'éducation d'un enfant, ce sont les enseignants. Ces enseignants-là, au-delà d'être enseignants, sont d'abord et avant tout des éducateurs. Et en tant qu'éducateurs, ils doivent eux-mêmes avoir certains comportements vis-à-vis des apprenants. Et au fur et à mesure que ces apprenants-là affichent certaines identités ou veulent aller dans l'excès ou dépasser certaines limites par rapport à certaines questions d'indiscipline ou de discipline, ils doivent pouvoir les rappeler à l'ordre. Vous savez, chaque établissement a des règlements, ou notre État, nos différents établissements, que ce soit public ou privé, ont des règlements intérieurs. Et ces règlements intérieurs-là, aujourd'hui, sont harmonisés, de telle sorte que nous puissions suivre nos apprenants en termes de discipline. Voyez-vous. Oui. Et en les suivant, ça nous aide à accompagner les parents dans tout l'effort qu'ils font à la maison pour impacter l'éducation de leurs enfants, notamment l'éducation sexuelle. Il y a aussi des ONG, oui, qui interviennent en la matière et qui accompagnent très souvent certains établissements ou même des établissements en venant sensibiliser les apprenants sur l'éducation sexuelle, sur le fait de connaître d'abord leur corps et de savoir comment en disposer, et aussi sur ce qu'on appelle être responsable de soi-même. Nous le faisons. Les parents sont beaucoup plus interpellés. Je crois que les ONG s'y ajoutent. Et l'État, même en amont, a pris des dispositions quand même. Notamment le code de l'enfant, qui stipule beaucoup de choses. Oui. Et nous avons aussi la loi portant prévention de répression des violences faites aux femmes. Parce qu'en réalité, dans ce cadre-là, je voulais en venir, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus indexées. Et nous avons aussi l'article 154. L'arrêté 154 portant sanction à infliger aux acteurs de violences sexuelles dans les établissements publics et privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Donc, la chose est encadrée, suffisamment encadrée pour que nous ne puissions pas avoir ces exactions. Mais soulignons, si aujourd'hui nous constatons cela, c'est parce qu'à un moment donné, l'État a commencé, enfin, le gouvernement, sinon le ministère a commencé par taper dur. Ça se passait. Mais personne ne nous disait quoi que ce soit. Parce que ça ne frappe, enfin, ça ne dérangeait personne. Ça ne nous dérangeait personne. Ça ne nous interpellait pas. Ça ne nous interpellait pas. Mais maintenant, je vous assure que avec les 2 ou 3 radiations qu'il y a eu dans ce cadre-là, je crois que chacun a commencé par comprendre que le règlement doit être respecté à la lettre. Très bien. Vous allez revenir. Oui, Stanislas. Oui, je pense qu'on parlait des causes tout à l'heure, de ce qui pourrait quand même expliquer les grossesses en milieu scolaire, et notamment cette sexualité précoce-là que développent certaines de nos filles ou certains de nos frères. Vous savez, je me rappelle, il y avait soit le PSI ou bien la BMS, il y avait un mouvement dénommé Plus tard, plus sûr. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et il y avait même des bracelets, on mettait au bras des jeunes enfants à l'école, plus tard, plus sûr. C'est pour dire que le sexe, d'accord, même on a venu d'abord. Je
Je ne sais pas où est-ce que c'est passé ces mouvements-là, où est-ce que aussi ça n'a plus repris. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que la question est à plusieurs niveaux. Oui. Quand vous constatez que des enseignants, parce qu'on ne va pas situer la responsabilité au niveau des enfants eux-mêmes uniquement. À tous les niveaux, il y a problème. Au niveau des enfants, oui, le développement des caractères sexuels secondaires de façon précoce, ils n'arrivent pas à se contrôler, d'accord. Ils font du suivisme aussi parce que j'ai tel camarade en classe de terminale qui a son petit copain, moi je suis en troisième, qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas un petit copain, on dira que je ne suis pas branché, il y a le suivisme. Mais il y a aussi que certains enseignants qui sont animés d'un esprit pervers, entre guillemets, qui commencent par faire des attouchements à des enfants. Ils s'arrangent pour être seul avec l'enfant, on peut l'appeler à la maison ou bien en classe pendant que les autres sont en récréation. On l'a fait venir, la petite fille de 12 ou 13 ans, on commence par lui faire des attouchements et ça commence par là. Parce qu'avant d'en arriver à la sexualité, il faut éveiller les sens de l'enfant. Et il y a certains enfants qui brillent par, certains enseignants du moins, qui brillent par ça. Donc, le problème c'est à plusieurs niveaux. Et tant qu'on ne règle pas cela, tant qu'au niveau des enseignants eux-mêmes, il n'y a pas cette autodiscipline-là. Quand le corps enseignant, le corps dirigeant des établissements ne fait pas quelque chose, même c'est vrai que l'État a son mot à dire, c'est normal. Mais au niveau des établissements, du corps dirigeant, qu'est-ce qui se fait en réalité? Là est la question. Je pense que d'ici là, on reviendra sur les autres aspects. Voilà. Je voudrais quand même... Quelques minutes. Oui, il y a beaucoup qui se fait au niveau des établissements aujourd'hui. Beaucoup, déjà parce que je ne voudrais peut-être pas, c'est pas la même peur dont nous allons parler. Les apprenants aujourd'hui sont beaucoup plus dégagés et leur premier confident, quand vous êtes de bons parents, c'est aux parents qui se plaignent. Et les parents rapidement, aujourd'hui quand même, viennent se plaindre au niveau des établissements. Et le conseil des disciplines est vraiment strict dessus. Quand tu ne le fais pas bien, tu es rappelé à l'autre de là-bas. Très bien. On va revenir sur ce qui est fait, ce qui était fait et ce qui devait être fait, les perspectives. Alors, Mathias Dedjan, nous avions parlé de la responsabilité de ces apprenants, on a parlé de la responsabilité des parents et la responsabilité des éducateurs se situe à quel niveau? Parce que, comme on vient de le dire les uns les autres, il y a que ces éducateurs eux-mêmes sont les investigateurs, voilà, les instigateurs, voilà, de ces actes-là. Bon, je pense que beaucoup de... Bon, il y a le cadre législatif cité tout à l'heure par mon vis-à-vis qui déjà aide à faire reculer quelque peu le phénomène. Mais il y a que, je crois, ça doit être l'année académique passée, que déjà le ministère de l'enseignement secondaire a pris des mesures fortes, et a même dit que tous les enseignants qui vont s'adonner à cette pratique-là seront purement et simplement radiés du corps enseignant. Donc c'est déjà une mesure forte. Maintenant, la responsabilité des éducateurs, elle est grande. C'est-à-dire, c'est avec eux, c'est le modèle d'ailleurs qui est suivi d'ailleurs. C'est les jeunes apprenants prennent parfois pour exemple ce que le maître ou la maîtresse leur dit de faire. Et même à la maison, parfois, vous allez avoir des enfants qui disent « Mais le maître nous a dit de faire tel. Mais papa, toi, tu me dis de faire ça. » Non, c'est ce que le maître a dit qu'on doit faire. Donc, je pense que leur responsabilité, elle est grande. Et les enseignants, surtout du secondaire, doivent pouvoir savoir que ils sont là pour former, c'est-à-dire pour contribuer à l'avenir de ce pays. Mais lorsque déjà on s'adonne, disons, à coucher avec les jeunes filles qui sont des élèves à soi, je pense que cela est malsain. Cela ne se conçoit même pas. Et c'est là, tout à l'heure, M. Raimi Amoussa parlait c'est-à-dire des questions spirituelles. C'est-à-dire, même de façon, sur le plan spirituel, cela n'est aucunement bon pour l'enseignant qui s'adonne à ces pratiques. Maintenant, j'ai cru que, bon, il y a quelque temps, le gouvernement a voulu quand même instaurer, comment on appelle-t-on, l'éducation sexuelle au sein de nos établissements, je pense, secondaires et de la formation technique et professionnelle. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à cela? Parce que c'est très important. Il faut amener, c'est-à-dire les filles à comprendre les risques liés à cette sexualité précoce-là. Et les risques sont de plusieurs ordres. Nous avons au plan sanitaire, selon même l'OMS,
les complications de la grossesse et de l'accouchement constituent la deuxième grande cause, j'allais dire, chez les enfants, les filles du moins de 15 à 19 ans. Vous imaginez, on conseille même qu'avant de s'orienter vers, c'est-à-dire la sexualité, il faut atteindre un minimum de 18 ans, l'âge de la majorité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est parce qu'on sait que c'est à partir de cet âge-là que les organes qui interviennent dans la reproduction sont suffisamment, comment dit-on, en place et peuvent résister à un certain nombre de phénomènes physiologiques qui interviennent pendant la gestation. Donc, je pense qu'il y a des risques, il y a beaucoup de risques sur le plan sanitaire, et les IST, les infections sexuellement transmissibles, le VIH, les hépatites aujourd'hui qui pullulent à tout point. Donc, je pense qu'il faut amener les jeunes filles à comprendre les risques qu'ils courent en s'adonnant très précocement à la sexualité. Et sur le plan académique, vous allez noter que peut-être même sur 100 filles qui sont tombées peut-être grosses, si je peux m'exprimer en ces termes, peut-être vous en trouverez 2 qui vont revenir continuer les études normalement. Et cela accentue la marginalisation de ces jeunes filles-là dans la société. Et vous allez voir, quand une fille a eu un enfant de façon précoce, il est difficile, voire impossible pour elle de retrouver un mari en bonne et due forme demain pour continuer une vie de couple normale. Donc ça pose un problème de société. Il faudrait que les éducateurs, avec les parents, toutes les organisations de la société civile, les ONG qui interviennent dans la matière, puissent véritablement accentuer. Et il faut désormais que le gouvernement, vous savez, on a pris des mesures par rapport aux enseignants. Le gouvernement a pris des mesures. Nous allons revenir sur ce qui est fait déjà dans ce sens-là. Alors je viens vers vous plutôt, Maître Raimi Amoussa. Tout à l'heure, vous parliez de l'éducation spirituelle. Qui doit donner cette éducation-là aux enfants, aux adolescents? D'abord, c'est l'État. C'est l'État, oui. C'est l'État qui gère, l'État en tant que pyramide, qui gère la base. C'est d'abord l'État. Et quand on dit l'État, ça veut dire quoi? Tout doit encore repartir de la base vers le sommet. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, félicitons ouvertement l'actuel gouvernement. Il a déjà instauré le Conseil des rois. Parce que notre problème, c'est de nous avoir dessouchés de notre passé. C'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on croit qu'il faut balayer le PRPB, la période PRPB entièrement. Non, c'est aussi une erreur. Nous ne devons rien balayer totalement dans notre passé. Il faut faire un point sur ce passé-là et faire maintenant enlever les mauvais grains des bons grains. Vous savez que nos parents n'avaient pas besoin de vos techniques modernes de protection du sexe féminin, non. Il y a tout un système où toi, le garçon, tu ouvres enlèves le pain de la fille, ton pénis ne va pas se lever. Permettez qu'on dise les choses directement. Ça ne va pas se lever. C'était une technique que nos aînés utilisaient pour protéger leurs enfants qu'on envoyait à l'étranger, par exemple. Mais ils s'assuraient qu'un certain nombre de gens, dont le code d'honneur, parce qu'il y a le code d'honneur dahoméen que nous avons éliminé, qui nous crée aussi des problèmes. Un vrai dahoméen ne va pas aller coucher avec une petite fille. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de laisser ce que nous sommes. Et nous évoluons par rapport aux autres qui nous créent des problèmes. La spiritualité dahoméenne est basée sur la loi de la peur, d'abord, et la loi de la douleur. Et à part l'État qui devrait instaurer cette éducation spirituelle? C'est d'abord le Conseil des rois. Allons directement là. À partir du Conseil des rois, mais si le Conseil des rois gère normalement dans l'ancien Dahomey, les Hounons, les hommes de l'oracle, les tradithérapeutes. Or, au niveau des tradithérapeutes, il y a cette éducation-là. Maintenant, il y a les matrones, ce que nous appelons les minonans, qui font un travail d'arrière-plan que souvent nous ne sommes pas au courant. C'est-à-dire, dans la royauté dahoméenne, à partir d'un âge donné, toutes les filles sont dans le couvent. Il faut que nous puissions avoir l'honnêteté et le courage de dire aux gens que il y a la religion, il y a Dieu, mais il y a les divinités et nos pratiques qui ne permettaient pas ces choses. Pourquoi ne pas avoir l'humilité de dire que le fait d'emmener les enfants aller s'initier au Sakwata,
la Mais maîtrise si du corps. la fille va, par exemple, au couvent, elle abandonne les études là. D'abord, l'âge auquel nous envoyons les enfants à l'école aujourd'hui, ça crée de problèmes. C'est tôt. Trop tôt. Ça, c'est un autre débat. Les enfants n'ont pas été... Ça, c'est un autre débat. Maintenant, à part la responsabilité des minonnants, est-ce que ça vient aux parents au moins? S'il vous plaît, le parent d'abord est ignorant aujourd'hui. Et que ce soit papa et maman. De cette Ils éducation ne maîtrisent spirituelle rien. là. Merci. Il y a des parents même qui ne maîtrisent pas, des parents femmes qui ne maîtrisent rien à leur propre corps. Donc il y a déjà le problème. Non. Ayons le courage de nous regarder dans le miroir. Nous avons des valeurs que nous avons laissées et qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, très bien. Alors, Monsieur Gounon Geoffroy, dans le programme d'études scolaires ici au Bénin, est-ce que une matière est prévue pour l'éducation sexuelle, à part ce que les ONG viennent faire dans ces établissements-là, occasionnellement, il faut préciser? Oui. Vous savez, dans les établissements secondaires, c'est vrai, connaître l'appareil génital mâle ou féminin, ça prend déjà en 3e. Mais là, c'est juste pour connaître ça. Oui. Connaître un peu le fonctionnement par cycle de cet appareil-là, enfin, l'appareil féminin, ça prend déjà ce niveau-là. Les IST, on donne déjà les informations et on sensibilise dessus déjà en 3e. Oui. Ça, c'est en SVT. Hein? Oui, en SVT. Dans les cours d'enseignement technique, on fait tout ça en hygiène. En plus, bien sûr, des dispositions à prendre pour ne pas avoir des problèmes liés à l'utilisation de tel matériel ou tel autre, puisque nous sommes là-bas dans une spéciale ou dans des spécialités. Bon. À part ces études-là, en fait, les ONG viennent. Je vais toujours dans le sens de monsieur à moi. Oui. Il avait soulevé un problème, il faudrait quand même qu'on l'éclaircisse, sinon ce n'est pas bien. Oui. Ces différentes structures-là et ONG continuent toujours de sensibiliser. Ils viennent par moment. Le ministère de la Jeunesse, avant c'était le ministère de la Femme et des Affaires sociales, je ne sais pas trop. Ils envoient les gens dans les établissements, surtout les établissements, que ce soit Begam, les établissements en vue, je veux dire. Dans le littoral, je maîtrise mieux. Vedokor, Begam, Koulibaly, ces ONG viennent. Ils viennent pour sensibiliser quand même nos apprenants sur ce que c'est que les maladies. Peut-être que ce n'est pas médiatisé, c'est pourquoi on ne le fait voilà, pas assez. Voilà. Maintenant, revenons au... Oui. Le ministère de la Jeunesse fait le même travail aussi. Et le ministère de la Santé aussi, tout dernièrement, l'a encore fait, notamment sur les IST. Donc, ils en font assez. Et tout à l'heure, vous parliez du programme d'études. Vous aviez dit 3e, en 3e, au lycée. Oui. Mais bien avant 3e, il y a des classes intermédiaires, notamment déjà au CE1, au CE2, au CM1, CM2, il y a déjà... notamment au CM2, des filles qui se livrent déjà aux actes sexuels, même avant de venir en 4e, qui connaissent déjà assez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est prévu pour ça en cette période-là, avant la 3e? Peut-être que oui, je ne maîtrise pas, tout franchement. Mais je dis, à ce niveau-là, les parents ont une grande responsabilité. Je ne voudrais pas aller contre ce que mon grand frère avait dit, mais il faut dire une chose. Certes, il y a un problème de manque d'éducation spirituelle. Mais un parent ou une mère qui met un enfant au monde doit savoir qu'il a des responsabilités. Un père qui est géniteur doit savoir qu'il a des responsabilités. Ces responsabilités sont d'abord réelles. Sont dans le contextualisé. C'est dire quoi? On doit savoir que un enfant qui a 10 ans, 11 ans, qui commence déjà pas à développer certaines choses, enfin, certaines mensurations, il y a des informations à lui donner. Il y a des choses à lui faire comprendre à la maison. Nous avons l'habitude de dire aux parents, je vous fais une petite confidence, il y a à peine 3 jours, nous avons partagé les bulletins, on a dit aux parents, tel, vous savez pourquoi nous avons ce genre de problème, c'est parce que tel enfant qu'elle vit, finalement, il est influencé par le milieu, l'environnement dans lequel il vient, et c'est peut-être la drogue. C'est peut-être, comment appelle-t-on, les cigarettes, c'est peut-être ainsi de suite. Très bien. Et donc, à un moment donné, on leur dit, vous avez une grande responsabilité. Si
vous ne devenez pas les confidents de vos enfants. Ça pose un problème. Ici, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons. Très bien. Voilà. Alors, Mathias Desdian, il a dit tout à l'heure, on ne peut que faire ce qu'on peut. Il parle en matière d'un acteur du système éducatif et tout ce que l'État a eu à faire. Maintenant, au regard de tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Quelle arme utiliser pour contrer vraiment ce mal qui est en train de tuer presque la jeunesse? Non, je pense que, bon, comme il l'a dit, beaucoup de choses ont été faites. Mais toujours est-il que le phénomène continue et s'accentue. Donc, quelque chose ne marche pas encore. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. J'ai bien aimé tout à l'heure, c'est-à-dire les révélations de M. Rahimi Amoussa. Et vous allez constater même dans cette période où à laquelle il fait référence, le sexe était une question taboue. Et malgré ça, la société ne connaissait pas ces gens de cas de grossesse tous azimuts. Et pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, il y avait une éducation spirituelle et sociale au point où, lorsque vous êtes enfant et que vous commettez même une bévue, on n'a pas besoin de retrouver vos parents même avant de vous faire des reproches et même jusqu'à vous taper et tout ça. Je pense qu'il faut aujourd'hui, et comme le gouvernement a déjà commencé par le faire, il faut restaurer ces valeurs-là à la société africaine et surtout à celle béninoise que nos aïeux, ou du moins nos parents, ont eu avec nous. Donc je pense que c'est là la grande question. Il faut que désormais, le sexe qui était une question taboue, qui ne l'est plus forcément aujourd'hui, que les autorités impliquent véritablement les chefferies traditionnelles, comme M. Rahimi Amoussa le dit tout à l'heure, pour qu'on restaure un certain nombre de valeurs. Mais en plus de ça, les parents doivent comprendre aujourd'hui qu'il n'est plus question en fait que l'on s'empêche d'aborder ces questions avec ses filles. Les filles, ou leurs filles, j'allais dire. Il faut discuter avec les filles. Il faut parler du sexe, discuter avec... Parce que notre société aujourd'hui a une étape d'évolution technologique où on ne peut plus ne pas en parler avec les enfants. Et vous avez dit tout à l'heure, il y a des classes avant la troisième. Oui. Si c'est en troisième, on commence par inculquer ces notions-là aux jeunes enfants. Il y a des classes avant là. Moi, je pense que même depuis de bas âge, il faut que les parents amènent les filles à pouvoir se confier à eux. Sur tout ce qu'ils rencontrent, par exemple, sur leur chemin ou bien durant toute une journée à l'école ou même dans la rue et tout ça, pour que l'on puisse leur dire les risques. J'insiste dessus, les risques sont parfois, c'est-à-dire lorsque vous atteignez par exemple une infection sexuellement ou bien le VIH, vous voyez combien de fois cela vous détruit d'abord psychologiquement. Et vous devenez, c'est-à-dire une perte même pour vos parents. Bien évidemment, on dit aujourd'hui qu'on peut vivre avec le VIH-Sida, mais psychologiquement, les sujets sont vraiment atteints et ils prennent un coup. Donc, il faut discuter avec les enfants. Il faut que les parents sachent que désormais, là, le sexe, on doit pouvoir en parler avec les enfants et leur expliquer les risques qu'ils courent. Quel coup, j'allais dire. Et maintenant, vous savez, le gouvernement doit prendre des mesures très forte encore, parce que on a dit par rapport aux enseignants les sanctions, les sanctions. Mais on a constaté aujourd'hui que il y a même des artisans qui sont placés à la tête. Il faut vraiment des sanctions et des mesures judiciaires qui soient enclenchées. Et même des élèves qui enseignent leurs collègues, il va falloir que sur ce plan-là, l'État puisse prendre des mesures très fortes. Oui, très bien. Alors, Maître Rahimi Amoussa, on est tous d'accord maintenant que l'arme qu'il faut utiliser, c'est bien sûr l'éducation spirituelle. D'abord, permettez que vous savez, nous devons redonner, nous demandons humblement à notre chef de l'État, parce qu'il a ce courage, et nous devons soutenir ce courage. Nous lui demandons d'instaurer maintenant la fierté nationale de nos rois. La démocratie qu'on nous vante là n'est pas notre démocratie. Ayons le courage de nous dire la vérité. Ce n'est pas encore notre démocratie. Il faut une démocratie qui prend comme base ce que nous étions avant la pénétration coloniale. Il nous faut revoir cette démocratie. Ceci dit, il va falloir
d'abord, nous vous remercions pour ces gens de plateaux, mais il va falloir des plateaux qui ne parlent que maintenant de la transmission spirituelle, des codes de valeur. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous savez qu'il y a des êtres dont les codes d'existence ne permettent pas qu'ils enlèvent une seule grossesse. Quand vous enlevez une, vous n'aurez plus d'enfants. Terminé. Oui. Il faut que la fille, la femme sache ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des totems quand vous enfreiez? Terminé. C'est pour vous dire quoi? En dehors de l'État maintenant, nos respectables, honorables étant aussi des représentants de l'État, doivent assurer le code d'honneur dans leur circonscription. Puisque quand il y a les élections, ils maîtrisent des secteurs. L'État doit aussi leur intimer l'ordre de mission de jouer aussi ce rôle. Parce que c'est seulement en période d'élection qu'on voit qu'ils sont actifs pour être CA ou maire ou tout ça. Mais pourquoi on ne leur enseigne pas aussi la mission d'éducation? Je ne sais pas si vous suivez. Ça veut dire quoi? En dehors du Conseil des rois, qui normalement gère les rounons, les prêtres, il va falloir aussi confier une certaine mission aux députés, aux maires, au CA, au chef quartier, pour que la chaîne soit huilée. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, votre enfant qui sort de la maison, vous ne maîtrisez plus rien. Vous pouvez, c'est pour ça que moi je ne vais pas aller aux parents. Le petit peut être parent, je ne sais pas, gorille. C'est la société qui éduque. Ça veut dire quoi? Il faut l'impact social. Deux, je reviens sur deux choses. Il faut instaurer le comportement que l'enfant doit avoir en ayant peur. C'est le fait d'avoir enlevé la peur. Et deuxièmement, la douleur de l'éducation que nous sommes en train de vivre tout ça. Quand on vous a, mon frère, il y a des cicatrisations, il n'y a pas d'anesthésie. Le garçon, vous savez, pour enlever le pénis avant, il faut être garçon. Mais il y a un système aussi pour les filles. On n'enlève pas tout, on le circoncise. Si vous parlez d'enlever merci mon frère. C'est pour vous dire quoi? L'éducation d'Aomé avait pris encore la notion de la douleur, de la capacité à enseigner à l'enfant que tu seras face à la douleur. C'est ça. Et que la peur là, excusez-moi, aujourd'hui les filles n'ont plus peur. Donc le garçon aussi n'a plus peur. Il faut retourner à la base. Retourner à la positivité traditionnelle. Voilà, pour contrer ce mal-là dans nos milieux scolaires. Alors, Monsieur Geoffroy Gounon, un mot sur l'éducation sexuelle au niveau des enseignants eux-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Parce que si l'enseignant n'est pas assez outillé, il ne peut pas transmettre cette éducation-là aux apprenants. Je m'empressais pour prendre la parole parce que quand même, il faudrait quand même que nous disions une chose. Oui. Il serait très difficile pour nous aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation, compte tenu de tout le système dans lequel nous sommes, de revenir en arrière par rapport à certaines choses. Néanmoins, je le dis, je le répète, le premier responsable des enfants, ce sont les parents. Si, quelque part, ça ne peut pas être fait, c'est qu'en amont, si eux-mêmes ont cette éducation, ils ont cette responsabilité à un moment donné de l'avoir, ils peuvent les faire inculquer à leurs enfants. Quoique, la circoncision féminine n'est plus interdite désormais. Oui. Frapper un enfant à l'école, c'est interdit désormais. C'est pour revenir à la proposition de mon ami d'enfance. C'est interdit désormais. Oui. Quelqu'un qui frappe un enfant, il va faire un mois et demi là-bas. Il n'y a pas de souci. Et donc, compte tenu de ces aspects-là, par exemple, il est difficile aujourd'hui, quand un apprenant pose un acte, de le réprimander tel qu'il fallait le faire normalement pour faire instaurer. Permettez, je ne prends pas souvent la parole aux gens, mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des filles comme des garçons qui utilisent des pratiques occultes pour déstabiliser nos enfants? Qu'est-ce que vous pensez de ça alors? Non, je vais évoluer. Parce que là, c'est un aspect purement spirituel. C'est vrai, maintenant, je reviens sur Monsieur Geoffroy Gounon, je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les éducateurs eux-mêmes, pour qu'ils puissent transmettre l'éducation de base, l'éducation sexuelle aux enfants? Bien sûr. D'abord, il y a la formation pédagogique qui tient compte de cela.
Et des fois, il y a des recyclages qui se font et des perfectionnements au niveau des enseignants, notamment, comme on l'a dit, au niveau des enseignants professeurs d'hygiène et des professeurs de SVT. Mais au-delà de ça, il y a les enseignants eux-mêmes en général qui sont quand même sensibilisés sur la question chaque fois. Et on leur rappelle très souvent leur rôle en tant qu'éducateur et aussi les limites à ne pas franchir à partir des sanctions qui existent et qui punissent en réalité par rapport à ça. Et on rappelle, l'année dernière, le ministre était venu au lycée, il nous a dit à tous les enseignants, désormais, c'est vrai, l'article 54 n'est pas allé loin. Il a prévu la plus grande sanction, c'est 6 mois de suspension. Mais maintenant, c'est la radiation. C'est ça. Ah oui. Ça, il le faut véritablement pour que ces responsables de ces enfants-là les éducateurs ne vont conscience. plus généralement dans ce sens-là, au-delà de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient bien vraiment dans l'éducation des apprenants, mais ce sont les artisans plutôt qui sont appelés. Tous les cas d'indiscipline ou tous les cas qui passent en conseil de discipline, généralement, sans quand vous êtes dans un certain milieu donné, quand vous passez l'information, c'est du dehors que la fille a amené la grossesse, ou l'apprenant est parti. Voilà. Très bien. L'aspect psychologique dont parle monsieur on ne peut pas parler d'aspect spirituel. On va peut-être y arriver. C'est ça. Oui, Stanislas, je disais tout à l'heure que c'est une question de stratification. Tout le monde est concerné. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a certains élèves qui font la pression sur leurs enseignants. Les élèves filles qui harcèlent à la limite même les enseignants. L'harcèlement sexuel. Oui, c'est le harcèlement. Et tout ça la provoque justement. C'est l'éducation sexuelle. Je voulais même aborder ça. Dont on parle. Des filles qui vont en tenue sexy, tenue indécente, provoquer même les enseignants. Et l'autre chose aussi, moi j'ai connu quand nous on était encore élèves, certains enseignants qui se couvraient entre eux. Quand l'enseignant a besoin d'une fille et qu'il enseigne la philosophie par exemple, il dit à tous ses collègues, bon je suis en train de cotiser, telle fille elle n'a pas répondu, donc coincez là. Et bizarrement, pendant les devoirs, on lui donne 2, 3 dans presque toutes les matières. Quand elle veut se plaindre, elle constate que c'est parce qu'elle n'a pas cédé à tel professeur que la situation connaît. Donc, c'est à tous les niveaux. Et aussi, quelqu'un disait tout à l'heure que les parents doivent être les premiers confidents des enfants. Justement, là encore, je vais jeter un autre pavé dans la mare. Il y a certains parents aujourd'hui qui font des choses ignobles avec leur fille. La fille n'a plus la possibilité d'avoir confiance en son parent. Imaginez un père qui s'introduit dans la douche de sa fille quand elle prend son bain à 12-13 ans. Vous voulez que la fille ait confiance en ce parent, elle lui confie quoi? Le débat est grand, je pense qu'on va y revenir. C'est vrai, on va y revenir. Juste un dernier mot pour cette causerie, Monsieur Mathias Dedjan. Non, je pense que, en tout cas avec les mesures prises par le ministère de l'enseignement secondaire, l'année académique passée, les enseignants se font de plus en plus rares, en tout cas parmi les acteurs de ces grossesses-là. Et moi, je voudrais revenir quand même, c'est-à-dire c'est une responsabilité de tous. Et il faut que même nos artistes, dans certaines de leurs chansons et tout ça, on voit des clips quand même qui enseignent vraiment des choses qui sont inadmissibles pour une société. Et moi, je ne suis pas d'accord avec mon vis-à-vis quand il dit que à l'heure de la mondialisation, non, écoutez, chaque société doit pouvoir maintenir son cap, ses origines. Et si la nôtre doit revenir à une certaine implication des cultures traditionnelles pour restaurer la valeur que nous avons toujours eue. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça pour que nous ne notions pas ces cas de grossesse qui sont répétitifs chaque année. Très bien, très bien. La mauvaise éducation sexuelle en milieu scolaire engendre beaucoup de maux, beaucoup de problèmes dans notre société. Et je crois que vous qui nous avez suivis, vous avez aimé cette causerie. Nous allons revenir sur d'autres points, d'autres aspects de ce sujet-là dans nos prochaines émissions. Voilà, merci, chers invités, d'être venus. Geoffroy Gounon, vous êtes acteur politique et acteur du système éducatif. Vous êtes en plein dedans. Merci d'être venu. Merci à vous, Maître Raimi Amoussa, métaphysicien. Merci. Merci également à vous, Mathias Dedjan, agronome et analyste des questions politiques et faits de société. Merci. Alors, nous allons observer une pause et on reviendra pour la revue des titres.
Voilà, bienvenue dans la revue des titres. Stanislas, nous vous écoutons. On démarre avec le matinal. Supposée exclusion de l'opposition du processus des communales du 17 mai, les fausses accusations de Yahi contre Talon. À retrouver à la page 11 du journal Berceau de la démocratie béninoise, le PLM Alédio au cœur d'un grand projet de rénovation. Et puis, revalorisation du parc W, le Bénin débloque 347 millions de francs CFA, c'est à retrouver en coin de une côté droit. On retrouve maintenant le quotidien national d'information. Projet Porto Novo Ville Verte, l'aménagement de la berge lagunaire se précise. Et puis, préservation et défense de la démocratie béninoise, les assurances du président de la République sont à retrouver dans les colonnes du journal. On passe à Fraternité à présent. Besson Philippe Kako à propos de l'harmonisation du baccalauréat, un examen de l'UEMOA a plus d'envergure que celui national, dit l'homme. Ces propos sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin. Et puis, Dr Jean-Marie Padonou au sujet des ulcères gastro-duodénaux, l'abus d'alcool, d'aliments épicés, pimentés, fermentés ou acides peuvent déclencher l'ulcère. C'est une citation de l'homme placardée à la une du quotidien. On finit maintenant avec le journal d'Abarou. En réaction contre les propos régionalistes d'un ancien ministre de Yaya Parakou, Charles Tokor remet Yaya à sa place et calme les esprits, titre le journal ce matin. Vous aurez plus de précisions à l'intérieur. Et puis, prévention des grossesses en milieu scolaire par la Fondation Regard d'Amour Andali. Des jeunes élèves leaders sont bien outillés. Voilà la liste qu'on peut retenir à la une de certains canards ce matin. Très bien. Voilà, c'est ça ce qu'on peut retenir. Merci pour la revue. Mais vous restez avec nous. Hein. Nous allons recevoir tout à l'heure le chef service programme, le sous-directeur François-Xavier Noumon, qui a une annonce spéciale à annoncer à nos téléspectateurs. Alors, nous allons marquer une pause et on reviendra pour l'installer. Annonce spéciale de la part du sous-directeur chargé des programmes. Il est là. François-Xavier, bonjour. Bonjour Lali Sossou, oui. Bonjour à toute l'équipe de Le Matin. Oui. Voilà, annonce spéciale, exactement. Il y a quelques mois de cela, elle prenait au pied levé la suite de Gilles Christ Chidi aux commandes de Le Matin. Depuis, elle a mené sa petite barque avec abnégation, volonté et détermination. Et vous qui avez pris l'habitude de nous regarder, avez certainement pris du plaisir en sa compagnie. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, et pour des raisons de convenance personnelle, elle devra nous quitter momentanément. Et c'est pour cela que, avec vous qui nous suivez ici et ailleurs, nous voulions lui témoigner toute notre reconnaissance et toute notre admiration pour avoir fait tout ce travail, pour avoir accepté de prendre les commandes le matin alors qu'elle n'y était pas préparée. Donc on la lit. Toute l'équipe de E-Télé, vous comprenez son émotion, toute l'équipe de E-Télé, par ma voix, te souhaite bon vent en espérant te retrouver très bientôt. Nous prenons rendez-vous avec nos téléspectateurs et nous voulons simplement te dire merci parce que ce n'est pas évident. Nous savons d'où nous qui travaillons tous les jours, savons comment cela s'est fait. Simplement merci. Merci également à vous. C'est une mot. J'aime pas les mots. Merci. On comprend. Donc c'était juste la petite annonce pour que vous ne soyez pas surpris le lundi matin. Avec vous et nous, nous voulions simplement marquer ce petit départ, cette mini séparation, et en espérant nous retrouver très vite. Voilà, c'était tout. Et nous vous laissons conclure. Mais vous m'avez véritablement eu. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes une famille pour moi. Merci, vous m'aviez accueilli et c'était très bien. Ça s'est bien passé ces moments et je crois
que par la grâce de Dieu, ça sera renouvelé. Ce n'est pas la fin. Et merci également aux téléspectateurs de m'avoir suivi et de me soutenir. J'ai eu leur retour et je remercie principalement M. Agapit Napoléon Maforican qui m'a tendu la main et qui m'a offert l'opportunité de m'exprimer, de révéler ce que j'ai en moi. C'est pas un adieu, mais on se retrouvera certainement. Merci beaucoup à tous les techniciens qui vous êtes tous des amours. Merci beaucoup. Okay. De conclure le matin. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Agréable week-end à vous. Bye bye.